Et si la chose la plus étrange concernant le monde antique n'était pas ce qu'ils ont construit, mais avec quoi ils l'ont construit? Des outils et des connaissances qui ne devraient absolument pas exister à l'âge du bronze. Sous la vitre des musées de Bagdad et de Londres, parmi les catalogues de tablettes d'argile et de figurines de pierre, se trouvent des objets que les conservateurs étiquettent discrètement, vases, ornements, usages inconnus. Des termes neutres pour des choses qui mettent les archéologues mal à l'aise, car parfois la Terre livre des artefacts qui n'ont pas leur place dans leur couche stratigraphique. Des objets dont la précision, les matériaux, la fonction même murmurent une science que le monde antique n'était pas censé posséder. Avant que l'histoire ne vous emporte, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Seulement si vous êtes attiré par les mystères qui vivent dans l'espace entre l'épreuve et l'impossible. Et si vous êtes encore éveillé, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'ai envie d'imaginer cette question se propager à travers les fuseaux horaires. Comme ces artefacts se sont propagés à travers les empires. La découverte commence non par une révélation, mais par des fouilles de routine. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, des équipes britanniques et françaises creusent les ruines du sud de l'Irak, Uruk, Ninive, Nimrud. Leurs pelles mordent dans l'argile durcie par des millénaires. Ils s'attendent à la progression habituelle, poterie grossière, outils simples, les premières ébauches d'écriture, l'histoire standard de la civilisation apprenant à marcher. Ce qui émerge du sable à la place est le raffinement. Des murs de villes s'étendant sur des kilomètres, des ziggourats alignés sur des points célestes, des tablettes documentant non des expériences primitives, mais des mathématiques avancées, ratios, géométrie, tables astronomiques suivant Vénus avec une précision qui ne sera égalée que des milliers d'années plus tard. Les Sumériens n'ont pas trébuché vers la civilisation. Ils y sont arrivés pleinement formés vers 3200 avenue Jésus-Christ. Comme si quelqu'un avait simplement allumé la lumière. Mais parmi les milliers de tablettes d'argile et de fondations de temples, les fouilleurs trouvaient sans cesse d'autres choses. De petites choses, inhabituelles. Une lentille de cristal de roche polie et courbe. Des jarres en céramique contenant des cylindres de cuivre et des tiges de fer, tachées de résidus chimiques. Des sculptures en diorite percées avec une précision que les outils de cuivre ne devraient pas permettre. Des alliages métalliques contenant des éléments non originaires de Mésopotamie. La plupart étaient catalogués avec un langage prudent et stockés dans les sous-sols des musées. Parce que ces objets posaient un problème plus troublant qu'une histoire manquante, ils suggéraient une histoire impossible. Prenez le perçage de précision. Quand on examine certains vases en pierre de l'époque sumérienne au microscope, on trouve des marques de forage parfaitement concentriques, taillées dans une pierre plus dure que les outils de bronze de l'époque. Le genre de perçage qui nécessite soit des techniques que nous ne comprenons pas, soit des outils que nous n'avons pas trouvés. Les archéologues ont découvert des anomalies similaires sur de nombreux sites, des lentilles de cristal qui focalisent réellement la lumière, des constructions en céramique et cuivre qui génèrent du voltage quand on les remplit de liquide acide, un travail métallurgique qui appartient à des siècles plus tard dans la stratigraphie. Le schéma émerge lentement, non parce que les preuves étaient cachées, mais parce qu'elles étaient gênantes. L'histoire préfère les lignes droites, l'outil amène à l'outil B, la connaissance s'accumule progressivement, génération après génération. Mais ici, en Mésopotamie, la sophistication apparaît avant ses prérequis. Les Sumériens cartographient les cieux avant de comprendre l'astronomie. Ils travaillent avec des ratios géométriques avant que les mathématiques n'existent supposément. Ils décrivent des processus chimiques sur des tablettes des milliers d'années avant l'alchimie médiévale. Et puis il y a les objets eux-mêmes. Petits, énigmatiques, techniquement avancés, rangés dans les tiroirs des musées comme des éclats d'une chronologie qui ne colle pas. Un artefact en particulier hante les marges de l'archéologie orthodoxe. Trouvé dans des couches associées à la civilisation mésopotamienne, aujourd'hui conservé sous verre ou en réserve selon le conservateur interrogé. Sa composition est troublante, cuivre hautement pur, construction délibérée, signe d'usage répété. Quand des chercheurs ont reconstruit des objets similaires, ils ont découvert quelque chose qui ne devrait pas être possible. Ils fonctionnent non comme des objets rituels, non comme des instruments symboliques,
mais comme des dispositifs générant un potentiel électrique ou focalisant la lumière avec une précision optique qui nécessite une compréhension de la physique que le monde antique n'était pas censé avoir. La réponse académique a été surtout le silence, quelques articles prudents, des théories sur des découvertes accidentelles ou des usages rituels mal compris par les yeux modernes, mais aucune explication satisfaisante sur pourquoi ces objets existent, ou comment des artisans de l'âge du bronze ont atteint une précision qu'on peut à peine reproduire avec des outils manuels aujourd'hui. Pendant ce temps, les tablettes sumériennes elles-mêmes offrent un témoignage étrange. Parmi leurs inventaires, liste de rois et hymnes, les scribes décrivent des instruments qui sonnent presque technologiques, vases de cuivre brillant qui conservent le feu, pierres qui rendent la vue claire, mélanges liquides qui durcissent comme du métal. Pendant des décennies, les spécialistes les ont lus comme des métaphores poétiques. Mais si c'était des descriptions de catalogues? Et sous tout cela, un autre schéma, les Sumériens n'appelaient pas leur connaissance inventée. Ils l'appelaient restaurée. Leurs mots pour les codes et formules de la civilisation, les astérisques étaient décrits comme des dons divins ramenés après une grande catastrophe, après un déluge qui avait détruit le monde d'avant. La nuit, quand les laboratoires de conservation s'éteignent et que les artefacts reposent dans leurs environnements contrôlés, on peut presque sentir le poids de ce mot, restauration, non innovation, non découverte, la récupération de quelque chose qui existait déjà autrefois. De la même façon qu'une empreinte digitale dans l'argile séchée garde la forme d'une main qui l'a pressée il y a 5000 ans, ces artefacts gardent la forme d'une connaissance qu'on n'est pas censé trouver à l'âge du bronze. Chacun une petite réfutation obstinée à s'intégrer dans la chronologie que nous avons construite. Peut-être que c'est pour ça qu'ils restent si discrètement catalogués. Pourquoi la plupart des documentaires les ignorent? Pourquoi les manuels préfèrent l'histoire propre du progrès graduel? Parce que si un petit cylindre de cuivre ou une lentille de cristal peut fonctionner comme une technologie, une vraie technologie ingénierée délibérée, alors toute la fondation de notre chronologie historique commence à se fissurer. Le sable garde plus de secrets que nous n'avons encore eu le courage de fouiller. Si ces artefacts n'auraient pas dû exister dans le monde sumérien, d'où venait vraiment la connaissance pour les créer? La réponse pourrait résider dans un seul objet attendant dans une réserve de musée où la température et l'humidité sont soigneusement contrôlées. Mais pour comprendre pourquoi cet objet compte, il faut retourner au moment où il a été extrait de la terre, à la chaleur et au silence du sud de l'Irak, où le désert garde encore la couleur du temps oublié. Imaginez les sites de fouilles du début des années 1900, équipe britannique sous Léonard Woolley à Ur, archéologues allemands à Uruk, expédition française près de Ninive et Nimrud. Ce n'étaient pas des chasseurs de trésors cherchant de l'or. C'étaient des savants s'attendant à trouver les premiers pas hésitants de l'humanité, outils de pierre grossier, bols d'argile basiques, les premières tentatives d'archivage griffonné dans la terre humide. Le désert leur a donné tout autre chose. Quand l'équipe de Woolley a creusé les monticules près d'Ur, ils ont trouvé des villes stratifiées empilées comme les pages d'un livre. Chaque couche révélait non une progression, mais une constance. Plus ils creusaient profondément, plus les découvertes étaient sophistiquées, temples avec fondations alignées sur le nord vrai, système de drainage ingénieré avec des pentes constantes, tablettes remplies de contrats commerciaux, recettes médicales et cartes stellaires suivant les mouvements célestes sur des décennies. La chaleur miroitait sur les tranchées tandis que les ouvriers remontaient panier après panier d'artefacts, seaux d'argile représentant des scènes mythologiques complexes, seaux cylindres roulés sur l'argile humide pour prouver l'authenticité à un concept nécessitant à la fois une pensée abstraite et une confiance institutionnelle. Instruments de musique avec cordes mesurées précisément, poids et mesures standardisées sur des centaines de kilomètres. Sumer n'a pas rampé vers la civilisation. Il y est entré en grande tenue. Mais disséminé parmi ces découvertes attendues aux tablettes, poteries, fondations de temples où il y avait des objets qui ne collaient pas tout à fait au récit. De petites anomalies que les fouilleurs enveloppaient soigneusement dans du tissu et marquaient d'un point d'interrogation dans leurs journaux de terrain. À Nimrud, l'archéologue britannique Austen Henry Layard a découvert un morceau de cristal de roche polie en forme courbe avec des propriétés optiques. Sur divers sites mésopotamiens, des équipes ont trouvé des vases en céramique contenant des cylindres de cuivre, parfois avec des tiges de fer au centre, les intérieurs tachés de substances suggérant des réactions chimiques. Des vases en pierre de diorite, l'une des pierres les plus dures disponibles,
montraient des trous de forage avec des cercles parfaitement concentriques, comme taillés par une machine plutôt que par des outils manuels. La plupart de ces objets étaient catalogués avec un langage délibérément vague, objets rituels, instruments décoratifs, vases d'usage inconnu. Ils étaient emballés dans des caisses, expédiés vers les musées de Londres, Berlin, Bagdad, et placés discrètement dans des tiroirs de réserve ou des vitrines secondaires, car ils posaient des problèmes sans réponse facile. La lentille de cristal de roche, par exemple, quand des chercheurs modernes l'ont examinée au microscope, ils ont trouvé qu'elle avait été polie avec une telle précision qu'elle pouvait focaliser la lumière efficacement, nécessitant une compréhension des longueurs focales et de la courbure qui n'aurait pas dû exister dans le monde antique. Les cylindres de cuivre en céramique, une fois reconstruits et remplis de solutions acides, généraient un voltage mesurable. Les vases en durite montraient des marques d'usinage que les outils de cuivre ou de bronze n'auraient pas dû produire. Ce n'étaient pas des expériences grossières. C'étaient des produits raffinés, et ils restaient dans les collections muséales, étiquetés mais non expliqués, pendant des décennies. Un artefact en particulier attire l'attention de ceux qui veulent bien regarder de près. Il repose aujourd'hui en réserve climatisée. Certains disent au Musée national de Bagdad, d'autres affirment que des spécimens existent dans des collections britanniques et allemandes. La provenance exacte varie selon le chercheur consulté, mais les caractéristiques essentielles restent cohérentes. C'est une jarre d'argile, grossièrement cylindrique, d'environ 13 cm de haut, non émaillée, d'apparence banale. Le genre de vase qu'on pourrait facilement ignorer dans une collection de milliers. Mais à l'intérieur de cette jarre particulière se trouve un cylindre de cuivre ajusté précisément aux dimensions intérieures et suspendu à l'intérieur du cylindre de cuivre, maintenu par un seau d'asphalte en haut, une tige de fer montrant des signes de corrosion, non seulement dus à l'âge, mais à une exposition chimique. Quand les conservateurs ont nettoyé de tels objets pour la première fois, ils ont remarqué des motifs de taches acides, cohérents avec des substances comme du vinaigre ou du jus d'agrumes. Le cuivre montrait une oxydation suggérant des remplissages et vidages répétés. La corrosion de la tige de fer était concentrée là où elle aurait été submergée dans du liquide. Dans les années 1930, l'archéologue allemand Wilhelm König, travaillant en Irak, a examiné plusieurs de ces objets et a proposé quelque chose qui a profondément gêné ses collègues. Il a suggéré qu'il pourrait s'agir de cellules galvaniques, des piles primitives. Son idée a été largement ignorée, trop étrange, trop anachronique. Les piles nécessitent non seulement des matériaux, mais une compréhension de l'électrochimie, de la façon dont des métaux dissemblables dans des solutions acides créent un potentiel électrique. Le monde antique n'était pas censé avoir cette connaissance. Mais ensuite, des chercheurs ont construit des répliques. Ils les ont remplies de vinaigre, inséré les composants cuivre et fer exactement comme dans les originaux, et mesuré les résultats, un voltage faible mais mesurable, suffisant pour des opérations d'électroplaquage ou peut-être pour créer une sensation de présence divine dans des rituels de temple. Suffisant pour prouver que le design n'était pas accidentel. Les lentilles de cristal de roche posent un problème similaire. Polir du cristal en une courbe optique précise nécessite non seulement de la patience, mais une compréhension géométrique. Il faut savoir comment la lumière se courbe, comment la courbure affecte la focale. La lentille de Nahrude, testée, montre des propriétés optiques cohérentes avec une ingénierie délibérée, non un polissage aléatoire décoratif. Et c'est là que la chronologie sumérienne devient vraiment troublante. Ce ne sont pas des anomalies isolées. Elles font partie d'un schéma. Sur les sites mésopotamiens, les archéologues trouvaient sans cesse des objets exigeant plus de connaissances techniques que l'âge du bronze n'était censé en avoir, perçage de précision dans la pierre dure, alliage complexe, processus chimiques décrits sur tablette, observations astronomiques nécessitant un archivage multigénérationnel. Sumer défie déjà notre compréhension en apparaissant trop avancé trop vite. Mais ces artefacts, ces dispositifs fonctionnels, poussent la question plus loin. Ils suggèrent non seulement une culture sophistiquée, mais une science sophistiquée, physique appliquée, chimie pratique, ingénierie avec un but. Les vases de cuivre et d'argile n'ont pas été faits une fois par accident. De multiples exemples existent avec des méthodes de construction cohérentes. Les lentilles de cristal apparaissent sur différents sites, polies selon des spécifications similaires.
Le perçage de précision se retrouve sur des centaines de vases en pierre, tous avec les mêmes caractéristiques d'usinage. Quelqu'un savait ce qu'il faisait, et il le savait bien avant que nos manuels disent que cette connaissance existait. Les artefacts reposent dans leurs environnements climatisés, petits et silencieux. La plupart des visiteurs des musées passent devant sans un second regard. Ils paraissent primitifs à côté des grandes sculptures et trésors d'or, mais c'est précisément ce qui les rend dangereux pour le récit accepté. Parce que si ces objets fonctionnent vraiment comme de la technologie, s'ils représentent une connaissance scientifique appliquée au 3e millénaire avenue Jésus-Christ, alors toutes les hypothèses sur le développement linéaire de la civilisation humaine doivent être reconsidérées. La question n'est pas de savoir si les anciens étaient intelligents. Nous savons qu'ils l'étaient. La question est, d'où venait ce type particulier d'intelligence ? Comment des artisans de l'âge du bronze ont-ils appris à manipuler des réactions chimiques pour générer de l'électricité ? Qui leur a enseigné les principes optiques ? Quelle tradition a préservé cette connaissance quand elle n'aurait pas pu provenir d'un simple essai-erreur ? Le vent du désert souffle encore sur les ruines d'Uruk et d'Ur, portant de la poussière qui pourrait contenir des éclats de cuivre, des fragments de cristal, des molécules d'une chimie ancienne. Et dans les réserves derrière des portes verrouillées et des étiquettes d'archives, les artefacts attendent. Mais quel est exactement cet artefact ? Et pourquoi brise-t-il si complètement les règles du monde antique que de nombreux spécialistes préfèrent ne pas en parler du tout ? L'exemple le plus étudié a été découvert en 1936 à Qujur-Abua, juste à l'extérieur de Bagdad, dans une couche datée approximativement de 250 avenue Jésus-Christ, période Parthe. Mais le design lui-même et des objets similaires trouvés dans des contextes mésopotamiens plus anciens pointent vers une connaissance antérieure au Parthe de plusieurs siècles, peut-être héritée des traditions scientifiques sumériennes et babyloniennes. L'objet mesure environ 13 cm de haut et 8 cm de diamètre. À première vue, il est banal, une jarre en terre cuite jaunâtre avec un col étroit. Le genre de vase qui pourrait avoir contenu du vin, de l'huile ou du grain. Des milliers de jarres similaires dorment dans les réserves muséales du monde entier. Mais celle-ci est différente. À l'intérieur du vase d'argile se trouve un cylindre de cuivre ajusté si précisément qu'il y a à peine d'espace entre le métal et la céramique. La feuille de cuivre a été roulée et soudée le long d'une couture, preuve d'un travail du métal contrôlé. Le fond du cylindre est scellé par un disque de cuivre, aussi soudé. En haut, un bouchon d'asphalte fixe tout. Et à travers ce bouchon passe une tige de fer positionnée au centre, suspendue pour ne pas toucher les parois de cuivre. Quand Wilhelm Koenig l'a examiné pour la première fois au musée de Bagdad, il a remarqué que la tige de fer était fortement corrodée, mais pas uniformément. Le motif de corrosion suggérait une exposition à une substance acide, plus agressive que la simple eau souterraine. Le cylindre de cuivre montrait des taches d'oxydation verte, particulièrement sur les surfaces intérieures, cohérente avec un contact répété avec une solution électrolytique. Le contexte archéologique importe, l'artefact a été trouvé avec d'autres objets domestiques, pots d'argile, outils agricoles, lampes à huile, tablettes documentant des transactions de grains. Rien de particulièrement cérémoniel, rien qui crie rituel de temple ou trésor royal. Il était dans une maison, peut-être un atelier, stocké avec des objets quotidiens. Pourtant, sa construction parle d'un but tout sauf quotidien. Regardez de plus près l'ingénierie, l'épaisseur des parois du cylindre de cuivre est remarquablement constante, environ 1 mm partout. La tige de fer est positionnée avec un alignement soigneux, maintenu au centre par le seau d'asphalte pour éviter le contact avec le cuivre. Ce n'est pas un arrangement accidentel. C'est un design délibéré, nécessitant planification et but. Quand on tient une réplique dans les mains, on sent le poids de l'intention. Les composants s'assemblent avec une logique qui suggère fonction plutôt que symbolisme. Le fond scellé empêche les fuites. L'ouverture étroite en haut permet de remplir et vider. La tige centrale suspendue attend que quelque chose se produise autour d'elle. L'interprétation de Koenig était simple mais radicale, c'était une cellule galvanique, une pile. L'establishment archéologique a répondu par un scepticisme poli, objet rituel, subgéraïl, peut-être un conteneur pour rouleau, un vase pour texte sacré. La tige de fer pouvait être une structure de support.
Le revêtement de cuivre pouvait empêcher l'humidité. Le seau d'asphalte était simplement une bonne facture. Mais ensuite, des chercheurs du British Science Museum ont construit des répliques exactes en 1978. Ils ont rempli les vases avec diverses solutions acides, jus de raisin, vinaigre, sulfate de cuivre. Ils ont inséré le cylindre de cuivre et la tige de fer dans la configuration précise des originaux et mesuré un voltage entre 0,8 et presque 2 volts selon l'électrolyte. Suffisant pour électroplaquer des objets d'argent avec de l'or, par exemple, ou créer des picotements pour des initiés de temples touchant des objets sacrés, rendant la présence divine. Tangiblement électrique. Les expériences ont prouvé que le design fonctionne. Que ce soit intentionnel reste la question gênante que les spécialistes préfèrent éviter. Pendant ce temps, les lentilles de cristal de roche présentent leur propre mystère d'ingénierie. La lentille de Nain-Rude, découverte par Layard dans les années 1850, est un morceau ovale de cristal de roche polie d'environ 4 cm de long. Une surface est plate, l'autre polie en une courbe précise. Examinée au microscope, elle ne montre pas de rayures aléatoires ou de polissage irrégulier. La courbure est délibérée, constante, mathématiquement calculée. Des tests optiques modernes confirment une longueur focale d'environ 11 cm et une magnification jusqu'à 3 fois. Elle pouvait servir à examiner des détails fins pour graver des sauts-cylindres, pour des observations astronomiques ou même pour allumer des feux en focalisant la lumière du soleil. Mais créer un tel objet nécessite une compréhension de l'optique, savoir que les surfaces courbes plient la lumière, que différentes courbures produisent différentes focales, que la transparence du cristal de roche est supérieure au métal poli. Ce n'est pas une connaissance qu'on acquiert en faisant des perles décoratives. L'explication mainstream est que ces lentilles étaient des incrustations décoratives pour meubles, des objets symboliques représentant l'œil de Dieu. Mais cette explication vacille face à la précision du polissage. Les objets décoratifs n'exigent pas de longueur focale précise. Ces lentilles font ce que les lentilles sont censées faire, focaliser la lumière. Voici le problème qui ressurgit sans cesse. Que nous examinions les vases de cuivre et d'argile ou les lentilles de cristal, nous rencontrons la même réalité troublante, ces objets nécessitent une connaissance préalable. Pour construire une cellule galvanique fonctionnelle, il faut comprendre que différents métaux dans des solutions acides créent un potentiel électrique, que les métaux ne doivent pas se toucher, que l'électrolyte doit contacter les deux, que la configuration compte. Ce n'est pas de l'essai-erreur. C'est de l'électrochimie appliquée. Pour polir une lentille optique, il faut des principes géométriques, comprendre comment la lumière se réfracte à travers des surfaces courbes, comment la longueur focale dépend de la courbure, comment la clarté du cristal affecte la qualité d'image. Il faut à la fois une connaissance théorique et une technique pratique. Et pourtant, notre chronologie place ces objets dans des périodes où cette connaissance n'existait supposément pas. Les parts ont hérité des traditions scientifiques mésopotamiennes, oui. Mais ces traditions remontent à travers Babylone jusqu'à Sumer, des cultures qu'on nous a enseignées être en train de découvrir l'agriculture et la métallurgie basique. Les artefacts reposent dans leurs vitrines, assez petits pour tenir dans la paume, mais avec des implications trop grandes pour être catalogués confortablement. Ils suggèrent non une expérimentation primitive mais une technologie mature, non une découverte accidentelle mais une ingénierie intentionnelle, non le début de la science mais peut-être ses vestiges. Cet artefact est-il un accident isolé de l'histoire? Ou juste une pièce d'un schéma beaucoup plus large caché dans les ruines de Mésopotamie? La réponse émerge quand on arrête de regarder les curiosités individuelles et qu'on voit la collection dans son ensemble. Parcourez les réserves du British Museum, du musée de Bagdad, du Louvre. Au-delà des sculptures célèbres et trésors d'or, rangés dans des tiroirs étiquetés, divers ou exposés sans fanfare, se trouve une catégorie entière d'objets partageant une caractéristique troublante, ils sont trop sophistiqués pour leur époque. Les trous de forage apparaissent d'abord, pénétration circulaire précise dans de la pierre qui aurait dû résister aux outils anciens. Des vases en diorite de sites sumériens montrent des forages cylindriques parfaits, certains pénétrant plusieurs centimètres de profondeur. La diorite est à 7 sur l'échelle de dureté de Mohs, plus dure que tout outil de cuivre ou bronze que les Sumériens étaient censés avoir. Pourtant, les marques de forage sont lisses, concentriques,
suggérant une pression constante et une vitesse de rotation régulière, quelque chose de plus contrôlé qu'un forêt à arc manuel. Flinders-Petrie a découvert des anomalies similaires en Égypte dans les années 1880. Il a mesuré des carottes extraites de granit et diorite, trouvant des rainures en spirale indiquant que le forêt descendait dans la pierre à un rythme bien supérieur à ce qu'un outil de cuivre devrait permettre. Il a calculé que certains forêts devaient couper le granit avec une tonne de pression, avançant à des vitesses qui le faisaient douter de tout l'inventaire d'outils acceptés pour le monde antique. En Mésopotamie, la même précision impossible apparaît, bols de pierre taillés dans des matériaux qui auraient dû prendre des mois à façonner montrent des courbes symétriques et une épaisseur de parois uniforme. Les intérieurs sont lisses, les bords parfaitement de niveau. Au microscope, les marques de polissage vont dans des directions suggérant des outils rotatifs, quelque chose tournant constamment, non les traits irréguliers d'une abrasion manuelle. Mais le forage n'est qu'un fil dans une tapisserie plus large. L'analyse métallique en révèle un autre. Des sites mésopotamiens de l'âge du bronze ont livré des objets métalliques avec des compositions d'alliage qui n'auraient pas dû exister. Petits outils et objets décoratifs montrent des traces de nickel, antimoine et autres éléments non natifs de la région. Quelqu'un importait des métaux exotiques de très loin ou avait accès à une connaissance métallurgique permettant une combinaison précise d'éléments traces. À Tel Alaf, un site du nord de l'Irak avec des couches d'occupation antérieures à Sumer, des archéologues ont découvert des objets de cuivre datés de 5000 avenue Jésus-Christ, repoussant le travail du métal dans des périodes traditionnellement associées seulement aux outils de pierre. La sophistication apparaît plus tôt que prévu, comme si la technologie était arrivée pleinement développée plutôt qu'évoluant lentement de expériences grossières. Pendant ce temps, ces lentilles de cristal ne sont pas uniques. De multiples exemples existent sur des sites mésopotamiens, tous polis avec une précision similaire. Certains chercheurs à qu'elles étaient décoratives, mais l'explication chancelle quand on examine la qualité optique. Ces objets focalisent la lumière, magnifient, accomplissent la fonction pour laquelle les lentilles sont conçues, ce qui suggère que leur créateur comprenait cette fonction. Le schéma s'étend au-delà des outils et objets techniques. Les artefacts administratifs révèlent une sophistication mathématique miroir de la précision physique, tablettes d'argile documentant des calculs en base 60, formules géométriques pour mesurer les champs, observations astronomiques suivant les mouvements planétaires sur des années. Les Sumériens divisaient le cercle en 360 degrés, l'heure en 60 minutes, convention que nous utilisons encore aujourd'hui. Ce niveau de pensée mathématique abstraite n'émerge pas de sociétés luttant pour la survie basique. Et quand on regarde au-delà de la Mésopotamie, le schéma s'élargit. En Égypte, le travail de pierre précis de l'Ancien Empire présente des mystères similaires. Le sarcophage de granit dans la chambre du roi de la Grande Pyramide montre des marques d'outils décrites par Petrie comme étonnantes, coins intérieurs nets, surface plate à 1/1000 de pouce près, blocs ajustés si serrés qu'une lame de rasoir ne passe pas entre eux. En Anatolie, Göbekli Tepe repousse la chronologie de la construction sophistiquée à environ 9500 avenue Jésus-Christ, piliers massifs en T, certains pesant 20 tonnes, disposés en cercle avec des alignements astronomiques clairs, carvings complexes d'animaux et symboles abstraits. Ce n'était pas construit par des nomades chasseurs-cueilleurs à peine expérimentant l'agriculture. Cela nécessitait organisation, planification, travail spécialisé et compréhension géométrique. La civilisation de la vallée de l'Indus, contemporaine de Sumer, montre une sophistication inattendue similaire, ville sur des grilles précises, poids et mesures standardisés sur des centaines de kilomètres, système de drainage avancé, urbanisme inégalé en Europe jusqu'aux Romains. Et comme Sumer, la vallée de l'Indus apparaît soudainement dans le registre archéologique, déjà mature. Le fil reliant ces cultures n'est pas la diffusion ou le contact, du moins pas prouvé. C'est la caractéristique partagée d'arriver sur la scène historique déjà développée, possédant une connaissance qui aurait dû prendre des siècles à accumuler. De retour dans ces réserves muséales, les artefacts divers attendent dans leurs tiroirs climatisés. Chacun catalogué prudemment, vase d'usage inconnu, instrument rituel, objet décoratif. Les étiquettes sont intentionnellement vagues parce qu'une interprétation spécifique invite des questions gênantes. Si vous appelez un cylindre de cuivre et d'argile une pile, vous devez expliquer où les gens de l'âge du bronze ont appris l'électrochimie. Si vous appelez un cristal poli une lentille optique,
vous devez expliquer qui leur a enseigné les longueurs focales. Si vous reconnaissez que des trous de forage dans la diorite nécessitent une technologie d'outils avancée, vous devez réviser toute la chronologie du développement technique humain. Alors à la place, les objets reçoivent des étiquettes neutres et une place discrète parmi des milliers d'autres artefacts. Ils n'entrent pas dans les manuels. Ils apparaissent rarement dans les documentaires. Ils occupent les marges de l'archéologie, reconnus mais non expliqués, présents mais non intégrés au récit standard. Pourtant ensemble, ils forment un schéma trop cohérent pour être rejetés. De Mésopotamie à Égypte, d'Anatolie à l'Indus, les preuves suggèrent que des cultures possédaient une connaissance technique au-delà de ce que nos modèles historiques prédisent. Non seulement un artisanat intelligent ou une compétence patiente, mais une compréhension scientifique appliquée des matériaux, mathématiques et principes physiques. L'artefact de cuivre et d'argile n'est pas une anomalie. C'est un exemple. Une pièce d'une tradition technologique que nous n'avons que partiellement fouillée, partiellement comprise, et largement ignorée parce qu'elle ne colle pas à l'histoire que nous nous racontons sur la lente marche du progrès humain. Si la Terre est pleine de technologies qui ne collent pas à la chronologie, les textes anciens eux-mêmes admettent-ils que leur connaissance venait d'un endroit plus ancien, et peut-être de quelqu'un d'autre? La réponse est pressée dans l'argile, attendant en écriture cunéiforme qui a survécu 5 millénaires. Les Sumériens et leurs successeurs accabiens, babyloniens, assyriens étaient des archivistes obsessionnels. Ils documentaient tout, reçus de grains, disputes légales, observations astronomiques, prescriptions médicales, inventaires de possessions de temples. Ce n'étaient pas des compositions poétiques ou des envolées mythologiques. C'étaient des registres administratifs, manuels techniques et catalogues d'objets réels utilisés dans la vie quotidienne. Et cachés dans ce langage bureaucratique, des descriptions qui sonnent disturbingly comme les artefacts poussiéreux des réserves muséales. Dans des listes d'inventaires de temples d'Uruk, les scribes cataloguaient des objets rituels avec une terminologie précise. Parmi les attendus aux lampes d'argile, dagues cérémonielles, brûle-encens apparaissent des phrases qui se traduisent maladroitement, vases de cuivre brillant qui retiennent le feu du ciel. À première vue, cela semble métaphorique, peut-être une description poétique de lampes à huile ou brase-rose utilisées en cérémonie religieuse. Mais la description devient plus spécifique, ces vases se distinguent des lampes ordinaires. Ils sont décrits comme ayant des tiges intérieures de fer et étant remplis d'eau acide. Eau acide, une expression apparaissant dans plusieurs contextes pour décrire des liquides acides, peut-être vinaigre ou jus de fruits fermentés. Les vases ne brûlent pas d'huile. Ils sont remplis de liquide et produisent un effet associé à la présence divine. Quand on place cette description à côté de l'artefact de cuivre et d'argile, celui avec une tige de fer suspendue dans un cylindre de cuivre conçu pour contenir du liquide, le parallèle devient difficile à rejeter comme coïncidence. D'autres tablettes mentionnent des pierres qui rendent le lointain proche ou pierres de clarté qui apportent la vue dans l'obscurité. Elles apparaissent dans des listes d'outils utilisés par les artisans, particulièrement les graveurs de sceaux qui taillaient des designs complexes dans de petits sceaux cylindres. Les descriptions soulignent clarté, précision et capacité à voir des détails fins que l'œil nu pourrait manquer. Lentilles de cristal de roche, objet qui magnifie, outil pour un travail proche nécessitant un détail exact. Le langage est prudent, technique, spécifique. Ce ne sont pas des références mythologiques vagues, mais des descriptions d'inventaires distinguant un type d'outil d'un autre. Les scribes savaient que ces objets existaient parce qu'ils les comptaient, les cataloguaient et notaient quand ils étaient déplacés entre temples ou ateliers. Les tablettes médicales offrent une autre fenêtre sur la connaissance technique. Les médecins sumériens documentaient des recettes de composés avec des mesures précises et des processus en plusieurs étapes, mélanger les sels de cuivre avec le jus de raisins acides jusqu'à ce que le liquide devienne vert, appliqué sur la peau avec un couteau de bronze, pas de fer. Ce n'est pas du remède folklorique par supposition. C'est de la chimie. L'instruction d'éviter les outils de fer avec certains composés de cuivre suggère une compréhension de comment les métaux réagissent différemment avec les acides. D'autres textes décrivent des mélanges qui durcissent comme du métal mais n'en sont pas, peut-être des ciments précoces ou composés à base de bitume. Les instructions spécifient température de chauffe, temps de refroidissement et ratio précis d'ingrédients. La précision implique une connaissance testée, des processus répétés et des principes compris.
Mais peut-être le plus révélateur est le concept sumérien des astérisques, un mot sans équivalent direct en français. Les astérisques étaient des codes divins, principes cosmiques, plans de la civilisation elle-même. Ils incluaient tout, royauté, prêtrise, métallurgie, mathématiques, techniques agricoles. Les astérisques n'étaient pas inventés par les humains dans la compréhension sumérienne. Ils étaient donnés par les dieux, restaurés après une catastrophe, descendus du ciel pour reconstruire ce qui avait été perdu. Le langage est cohérent sur des centaines de textes, la connaissance venait d'ailleurs. La civilisation n'était pas créée de zéro. Elle était rappelée, récupérée, restaurée. Elle est astérisque épopée d'Atrahasis astérisque, l'un des plus anciens textes sumériens, décrit le début des villes, de l'agriculture et de la culture humaine. Mais elle parle de ces choses apparaissant après une grande destruction, après que des inondations ont effacé ce qui précédait. Les dieux décident de sauver l'humanité et les semences de la civilisation en avertissant le roi Zuzudra de construire un bateau et préserver non seulement les créatures vivantes mais aussi la connaissance, les astérisques eux-mêmes. C'est un cadre qui suggère continuité, non innovation. Les Sumériens se voyaient comme héritiers, non originateurs. Quand on retourne aux artefacts physiques avec ce contexte textuel, ils se transforment d'anomalies en fragments d'un système rappelé. Le vase de cuivre et d'argile n'est pas une découverte accidentelle. C'est la manifestation physique de ces vases de cuivre brillants catalogués dans les inventaires de temples. Les lentilles de cristal ne sont pas des accidents décoratifs. Ce sont les pierres de clarté mentionnées dans les listes d'outils des artisans. Les textes décrivent des objets qui correspondent à ce que les archéologues ont trouvé. Le problème est que les objets et les descriptions nécessitent une compréhension technologique que notre chronologie n'accommode pas. Pour construire délibérément une cellule galvanique, il faut une connaissance électrochimique. Pour la cataloguer comme un outil qui retient le feu du ciel, il faut avoir observé ses effets, peut-être la sensation de picotement d'un faible courant électrique, ou la capacité à électroplaquer des métaux, ou une autre application que nous n'avons pas identifiée. Pour polir des lentilles optiques nécessite une compréhension de la réfraction de la lumière. Les décrire comme des outils qui rendent les choses lointaines proches suggère un usage pratique, non un sens symbolique. Les tablettes font aussi référence à un temps avant les temples, avant les villes, quand le monde était différent. Elles parlent de rois antédiluviens régnant sur des durées impossibles, non comme métaphore mais comme registre. Elles décrivent des systèmes de connaissances qui existaient avant que le déluge ne monte de la Terre. Et ici, l'artefact dans sa réserve muséale commence à ressembler moins à une invention et plus à un survivant. Une pièce de connaissance technique qui a traversé la catastrophe, préservée par des scribes et artisans qui maintenaient la tradition même s'ils n'en comprenaient peut-être plus pleinement les origines. Le cylindre de cuivre, la tige de fer, le vase d'argile, ce ne sont pas des innovations partes. Ce sont des échos de quelque chose de plus ancien, construits selon des instructions transmises à travers les générations, catalogués dans des archives de temples sumériens où les astérisques étaient gardés et transmis avec soin. Les textes admettent ce que les artefacts suggèrent, cette connaissance venait d'ailleurs, d'un temps antérieur, d'un monde perdu que les Sumériens ont passé toute leur civilisation à essayer de se rappeler et restaurer. Si leur connaissance a été restaurée après une grande catastrophe, que s'est-il exactement passé dans le monde qui précédait Sumer? La réponse est apparue d'abord non dans des tablettes, mais dans de la boue, une couche épaisse et stérile de limon que l'équipe de Léonard Houlet a découverte à Ur en 1929. Il creusait à travers des couches d'occupation, descendant à travers des siècles d'habitation humaine, éclats de poterie, tablettes d'argile, fondations de bâtiments, la stratification normale d'une ancienne ville. Puis soudain, les artefacts s'arrêtent, argile propre, pas de poterie, pas de cendres, pas de débris de construction, juste du limon de rivière uniforme, épais de 2,5 mètres par endroit, s'étendant sur tout le site de fouille. Houlet a continué à creuser. Sous cette couche stérile, l'occupation humaine reprend, style de poterie différent, techniques architecturales plus anciennes, preuve d'un peuplement florissant qui avait été enterré, couvert complètement par des dépôts de crues, puis reconstruit dessus des siècles plus tard. Son équipe a mesuré l'étendue de la couche de crues sur plusieurs sites à Ur. Elle n'était pas localisée.
Elle couvrait toute l'emprise de l'ancienne ville, une inondation massive qui avait enterré le peuplement antérieur sous des mètres d'argile déposés par la rivière. Houlet a calculé qu'une telle crue aurait nécessité des niveaux d'eau bien supérieurs aux inondations saisonnières normales. Ce n'était pas l'Euphrate débordant pendant la fonte printanière. C'était une inondation catastrophique. Des dépôts de crues similaires sont apparus sur d'autres sites mésopotamiens, fouilles à Uruk, Kish, Churupak et Ninive ont révélé des couches stériles comparables aux dépôts épais de sédiments déposés par l'eau séparant l'occupation ancienne de la construction plus récente. Les dates variaient légèrement selon les lieux, suggérant peut-être plusieurs événements ou un massif affectant différentes zones à différents moments. Géologiquement, les preuves pointent vers quelque chose de réel, non le déluge global biblique, mais certainement une dévastation régionale à une échelle qui aurait effacé des populations entières, détruit des villes et brisé la continuité de toute civilisation existant avant. Et c'est là que les textes anciens commencent à faire sens de façon gênante. La liste royale sumérienne décrit le monde avant le déluge avec une précision étrange. Elle nomme des villes Eridu, Bat-Ibira, Larak, Sipar, Churupak, liste des rois régnant sur des durées impossibles, des dizaines de milliers d'années. Puis vient la ligne qui apparaît répétée dans la littérature mésopotamienne, le déluge a tout balayé. Après le déluge, la royauté descend à nouveau, mais les durées de règne chutent dramatiquement, de dizaines de milliers d'années à des décennies et siècles, comme si quelque chose avait changé fondamentalement le monde ou la mesure du temps. L'épopée de Gilgamesh, dans sa version akkadienne, raconte l'histoire à travers Utanapishtim, un homme averti par le dieu Ea de construire un bateau et se sauver avec sa famille et les semences de la vie d'un déluge imminent. Les instructions sont spécifiques, sceller le vaisseau avec du bitume, charger animaux et artisans, apporter la semence de toute vie. Quand le déluge arrive, il est décrit avec une clarté terrifiante, 6 jours et 6 nuits, vent, torrent, tempête et crue submergent le monde. Quand les eaux se retirent, le bateau d'Utanapishtim s'échoue sur une montagne et il relâche des oiseaux pour tester le retour de la terre sèche. La version sumérienne, l'histoire de Zuzudra, raconte le même récit avec un langage plus ancien. Le récit biblique de Noé reflète la structure si précisément que les spécialistes reconnaissent depuis longtemps des variations de la même mémoire culturelle. Mais ce qui rend ces récits de déluge particulièrement frappants, c'est qu'ils ne décrivent pas seulement l'eau et la destruction. Ils décrivent la préservation de la connaissance. Utanapishtim embarque des artisans, des gens avec des compétences, connaissances techniques, capacité à reconstruire. Les astérisques ces codes divins de la civilisation, sont spécifiquement dissolvés puis restaurés après le retrait des eaux. C'est une mémoire encadrée comme continuité. Le monde avant le déluge possédait quelque chose valant la peine d'être sauvé, non seulement la vie biologique, mais l'héritage culturel et technique. Et quand on regarde la chronologie archéologique, la discontinuité devient visible. Avant l'apparition soudaine de Sumer vers 3200 avenue Jésus-Christ, existaient des peuplements antérieurs, culture d'Obeid, culture de Halaf, montrant un développement graduel de poterie, agriculture et organisation sociale basique. Puis vient la couche de creux. Puis Sumer arrive, non comme continuation de la culture d'Obeid, mais comme quelque chose qualitativement différent, plus sophistiqué, plus organisé, possédant une connaissance semblant dépasser ce que les cultures précédentes démontraient. Pendant ce temps, des sites encore plus anciens laissent entrevoir des capacités rendant la sophistication de Sumer moins anormale et plus partie d'un schéma plus long. Göbekli Tepe, dans le sud-est de la Turquie, précède Sumer de plus de 6000 ans. Construit vers 9500 avenue Jésus-Christ, il consiste en piliers massifs hantés de calcaire disposés en enceinte circulaire. Certains piliers pèsent jusqu'à 20 tonnes. Ils ont été extraits, transportés, taillés et érigés par des gens qu'on nous a enseigné être des nomades chasseurs-cueilleurs à peine expérimentant l'agriculture. Le travail est extraordinaire, carving complexe de lions, renards, serpents, scorpions couvrent les piliers, symboles abstraits en motifs organisés. Les enceintes circulaires s'alignent sur des points célestes spécifiques, suggérant une conscience astronomique. Ce n'était pas un empilage mégalithique grossier. C'était une ingénierie de précision nécessitant organisation, planification, compréhension mathématique et probablement une hiérarchie sociale pour coordonner le travail. Puis vers 8000 avenue Jésus-Christ,
Göbekli Tepe a été délibérément enterré, les enceintes remplies de débris et abandonnées. La raison reste inconnue, mais le schéma suggère une fermeture intentionnelle plutôt qu'une destruction par catastrophe. Après Göbekli Tepe, le registre archéologique montre ce qui semble une régression, structure plus simple, architecture moins monumentale. Puis, des milliers d'années plus tard, Sumer s'élève avec ses propres systèmes de connaissances sophistiqués. La chronologie ne coule pas doucement. Elle va par vagues, sophistication, déclin, résurgence. Comme si la civilisation humaine avait connu plusieurs cycles de montée et disruption, chaque nouvelle floraison reconstruisant à partir de fragments de ce qui précédait. Positionner l'artefact de cuivre et d'argile dans ce contexte. Si une tradition technologique existait avant les grandes crues du 3e millénaire avenue Jésus-Christ, une tradition assez sophistiquée pour comprendre l'électrochimie, l'optique, le travail du métal de précision, alors l'inondation catastrophique aurait détruit la plupart des preuves physiques, villes noyées, bibliothèques de tablettes d'argile dissoutes dans l'eau de crue, outils et instruments enterrés sous des mètres de limon. Mais la connaissance peut survivre autrement, dans les mémoires des survivants, traditions orales passées de maîtres artisans à apprentis, textes sacrés préservés par des classes sacerdotales se voyant comme gardiens de la sagesse ancienne. Dans ces astérisques, ces plans divins de la civilisation que les Sumériens disaient restaurer, non inventés. Peut-être que ce qu'on appelle innovation sumérienne était en réalité un rappel sumérien. Les tablettes qu'ils ont écrites, les temples qu'ils ont construits, les cartes astronomiques qu'ils ont maintenues pourraient être des reconstructions basées sur des fragments préservés à travers la catastrophe. Les vases de cuivre et d'argile, les lentilles de cristal, les techniques de forage de précision pourraient être des technologies survivantes du monde avant le déluge, maintenues par des groupes spécialisés qui en comprenaient la fonction même si la culture plus large avait oublié le cadre théorique complet. La couche de crue de Wooley repose dans la stratigraphie comme un marque-page marquant où un chapitre s'est terminé et un autre a commencé. Au-dessus, Sumer fleurit avec une connaissance semblant trop complète, trop systématique pour être purement nouvelle. En dessous, preuves d'occupation antérieure, peuplement avec leur propre sophistication, maintenant enterrés et fragmentaires. Et plus loin, des sites comme Göbekli Tepe démontrent que la capacité humaine pour une ingénierie complexe, observation astronomique et construction organisée s'étend bien plus profondément dans la préhistoire que nos manuels ne l'admettent généralement. Le monde avant Sumer n'était pas vide. Il était peuplé de cultures dont les réalisations nous commençons seulement à reconnaître, cultures qui ont monté et tombé, laissant juste assez de preuves pour suggérer que la chronologie de la civilisation humaine est bien plus complexe et interrompue que la progression linéaire lisse que nous préférons imaginer. Si Sumer reconstruisait sur les ruines d'un monde noyé, comment ont-ils gardé sa mémoire vivante? Et cette mémoire pourrait-elle être encodée dans leur langage et leur science autant que dans leurs artefacts? La réponse vit dans les plus anciens mots écrits que nous pouvons encore lire, et dans le système mathématique que nous utilisons encore pour mesurer le temps et l'espace. Le sumérien est une langue fantôme. Elle n'appartient à aucune famille linguistique connue, ni sémitique comme l'akkadien ou l'hébreu, ni indo-européenne comme le grec ou le sanskrit, ni liée à aucune langue parlée dans les régions environnantes ou ailleurs dans le monde. Elle se tient seule dans l'histoire de la parole humaine, un isolat apparaissant pleinement formé dans les premiers registres écrits vers 3200 avenue Jésus-Christ, sans ancêtre clair, sans précurseur primitif, sans traces évolutives remontant à des formes plus simples. Quand les archéologues ont déchiffré le cunéiforme au XIXe siècle, ils s'attendaient à trouver l'équivalent linguistique de pas de bébé, liste de mots simples, grammaire rudimentaire, tentative maladroite d'une culture apprenant juste à encoder la parole en symboles. À la place, les plus anciennes tablettes sumériennes démontrent une grammaire complexe, un vocabulaire sophistiqué et des concepts abstraits nécessitant une maturité linguistique. Le système verbal seul est remarquablement intricate avec temps, aspect et mode permettant une expression précise du temps, causation et possibilité. Le vocabulaire inclut des termes techniques spécialisés pour éléments architecturaux, phénomènes astronomiques, opérations mathématiques et procédures administratives. Ce n'est pas une langue en développement. C'est une langue déjà développée, utilisée par des scribes qu'il avait clairement héritée plutôt qu'inventée. D'où venait-elle?
L'absence de parents linguistiques suggère soit un âge extrême aussi vieux que toute langue apparentée a disparu sans trace, soit un isolement d'autres groupes linguistiques si long que les connexions sont devenues méconnaissables. Certains linguistes ont proposé des liens avec les langues dravidiennes de l'Inde ou des familles obscures du Caucase, mais cela reste spéculatif. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le sumérien portait l'information à travers les siècles avec une précision remarquable. Le système d'écriture lui-même, le cunéiforme, évoluait de symboles pictographiques à des caractères cunéiformes abstraits pouvant représenter à la fois son et concept. Cette double fonctionnalité permettait aux scribes d'encoder des idées complexes efficacement, préservant non seulement des mots, mais la connaissance technique que ces mots décrivaient. Pendant ce temps, le système mathématique encastré dans la culture sumérienne montre une sophistication qui n'aurait pas dû exister au supposé début de la civilisation, mathématique en base 60. Le système sexagésimal apparaît dans les premiers registres sumériens déjà matures et systématiques. Il divisait le cercle en 360 degrés, comptait le temps en unités de entre 60 et 60 secondes par minute, 60 minutes par heure. Ils utilisaient des fractions en base 60 pour des calculs que notre système décimal gère maladroitement. Pourquoi la base 60 ? L'explication standard suggère que 60 a beaucoup de diviseurs, divisibles uniformément par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Cela facilite les calculs fractionnaires, un tiers de 60 et 20, un quart et 15, un cinquième et 12. Pratique pour une civilisation gérant commerce, mesure de terre et distribution de ressources. Mais cette explication assume que quelqu'un a délibérément choisi la base 60 pour sa commodité mathématique, un niveau de pensée mathématique abstraite, compréhension des propriétés de divisibilité, reconnaissance de l'utilité de multiples facteurs qui n'auraient pas dû exister dans une culture supposément inventant les mathématiques de zéro. L'alternative est que la base 60 était héritée, transmise d'une tradition antérieure qui en avait déjà découvert les avantages et l'avait encastrée si profondément dans l'observation astronomique, la mesure du temps et le calcul géométrique que les cultures ultérieures l'ont simplement maintenu sans questionner ses origines. Les tablettes mathématiques sumériennes démontrent une géométrie appliquée, calcul de l'aire de champs irréguliers, volume de chambre de stockage de grains, résolution d'équations quadratiques pour projets de construction. Ils utilisaient le théorème de Pythagore plus de 1000 ans avant Pythagore. Ils calculaient racines carrées et cubiques. Ils comprenaient ratios, proportions et progression géométrique. Des tablettes de l'époque vieux-babylonienne, 2600 avenue Jésus-Christ, montrent des étudiants scribes copiant problèmes et solutions mathématiques. Ce ne sont pas des exercices primitifs. Ce sont des calculs avancés préservés dans une tradition d'enseignement remontant à travers les siècles aux sources sumériennes. Les Babyloniens qui ont succédé politiquement aux Sumériens ont continué à étudier le sumérien comme langue savante longtemps après qu'il ait cessé d'être parlé. Pour eux, le sumérien était comme le latin en Europe médiévale, une langue morte maintenue vivante pour des buts religieux, légaux et scientifiques. Les écoles sacerdotales enseignaient aux jeunes scribes à lire et écrire le sumérien, copier des textes anciens, préserver la connaissance encodée dans cette étrange langue isolée. Des manuels techniques étaient copiés et recopiés à travers les générations, textes médicaux, observations astronomiques, procédures mathématiques, tous maintenus en sumérien même quand les langues parlées de Mésopotamie passaient à l'akkadien, puis à l'araméen. La langue est devenue un vaisseau de préservation, portant la connaissance technique à travers des siècles de bouleversements politiques et culturels. Et ici l'artefact réapparaît avec une nouvelle signification. Considérez la précision requise pour construire le vase de cuivre et d'argile, l'épaisseur des parois du cylindre reste constante à des fractions de millimètres. La tise de fer est positionnée au centre avec un alignement exact. Les proportions du diamètre du cylindre à la hauteur suivent des ratios mathématiques maximisant le contact de surface avec l'électrolyte acide. Ce n'est pas une configuration accidentelle. C'est une géométrie appliquée, la même pensée géométrique qui apparaît dans les plans architecturaux sumériens et tablettes de mesure de champ. Quelqu'un a calculé les dimensions optimales, compris la relation entre surface et potentiel électrique, et encodé cette connaissance dans un design reproductible. De même,
Les lentilles de cristal de roche démontrent une compréhension de principes optiques nécessitant un calcul géométrique. La longueur focale d'une lentille dépend du rayon de courbure, une relation mathématique. Polir délibérément un cristal pour produire une focale spécifique nécessite de connaître cette relation et de mesurer la courbure précisément. Les artefacts sont, en d'autres termes, des mathématiques rendues physiques. Ils représentent l'application de compréhension numérique et géométrique à des problèmes pratiques impliquant chimie et optique. Quand les scribes babyloniens copiaient des textes techniques sumériens anciens, ils préservaient non seulement des mots mais les principes scientifiques que ces mots encodaient. La langue est devenue un moyen de stockage pour une connaissance qui aurait autrement disparu. Même si les outils physiques étaient perdus ou détruits dans des crues, enterrés dans des ruines, dispersés dans des villes abandonnées, les instructions pour les reconstruire pouvaient survivre dans des tablettes d'argile écrites dans une langue maintenue vivante par une tradition savante. Peut-être que cela explique le paradoxe de Sumer, apparaître soudainement avec une connaissance sophistiquée, parce que cette connaissance n'était pas nouvelle, elle était rappelée. La langue la portait. Le système mathématique l'encodait. Les écoles sacerdotales la transmettaient à travers les générations, maintenant des traditions techniques même quand la culture plus large n'en comprenait peut-être plus pleinement les origines. Le vase de cuivre et d'argile, les lentilles de cristal, le forage de pierre de précision deviennent non des anomalies mais des confirmations, survivances physiques d'une tradition scientifique majoritairement préservée sous forme linguistique et mathématique. L'artefact est l'exception, le rare cas où le dispositif réel a survécu aux côtés des instructions écrites pour sa construction. La plupart de la technologie du monde antérieur aurait été perdue, mais si des principes clés étaient encodés dans une langue spécialisée maintenue par des écoles de scribes, encastrés dans des systèmes mathématiques utilisés pour la mesure du temps et l'observation astronomique, alors ces principes pouvaient ressurgir des siècles plus tard, appliqués par des artisans suivant d'anciennes formules qu'ils comprenaient peut-être comme connaissances sacrées plutôt que techniques scientifiques. Le langage devient plus que communication. Il devient une capsule temporelle portant des concepts sophistiqués à travers les ruptures catastrophiques qui ont détruit le monde physique. Les Sumériens écrivaient dans un isolat linguistique, comptaient en base 60, calculaient avec une précision géométrique et décrivaient des dispositifs techniques dans leurs inventaires de temples, non parce qu'ils les avaient inventés, mais parce qu'ils avaient hérité d'un système conçu pour les préserver. L'artefact repose dans sa réserve muséale, un petit cylindre de cuivre et d'argile qui comble l'écart entre préservation linguistique et réalité physique. Les tablettes le décrivent. Le système mathématique explique ses proportions. La langue porte les instructions. Et l'objet lui-même prouve que la connaissance était réelle, fonctionnelle et délibérément ingénierée. Si leur langage et leurs mathématiques portaient des échos d'une science perdue, que se passe-t-il quand des chercheurs modernes mettent enfin l'artefact sous le microscope? Cela confirme-t-il le mythe de l'héritage ou l'expose-t-il comme imagination? La réponse est venue dans des laboratoires loin des ruines du désert, dans les environnements contrôlés de musées et installations de recherche où des outils analytiques modernes pouvaient examiner ce que des mains anciennes avaient fait. En 1938, l'examen initial de Wilhelm Koenig des vases de cuivre et d'argile était limité à l'inspection visuelle et tests chimiques basiques. Il notait les motifs de corrosion, mesurait les dimensions et proposait son hypothèse controversée de pile, mais il manquait la technologie pour analyser les matériaux au niveau moléculaire ou mesurer précisément le potentiel électrique des artefacts. La science des matériaux modernes n'a pas ses limites. L'analyse spectroscopique du cylindre de cuivre révèle une pureté métallique cohérente avec les techniques de fonte anciennes, environ 98% cuivre avec traces d'arsenic et étain. Rien d'anormal. Le cuivre provenait de sources régionales traitées par des méthodes bien documentées en métallurgie mésopotamienne. La tise de fer montre une composition similaire appropriée à l'époque, fer de Blumry avec inclusion de scories typiques des anciens fours de réduction. Le vase céramique est de l'argile cuite tempérée avec matière organique correspondant aux techniques de poterie de la période parthe et tradition mésopotamienne antérieure. Le seau d'asphalte maintenant la tige de fer et du bitume naturel courant dans la région et utilisé extensivement dans la construction et l'étanchéité ancienne. Jusqu'ici, les matériaux confirment que l'artefact appartient à sa période déclarée. Rien d'exotique, rien nécessitant une explication au-delà de la technologie ancienne connue. Mais ensuite,
l'analyse se tourne vers la corrosion. Le motif d'oxydation de la tige de fer est inhabituel, la corrosion atmosphérique standard produit une rouille uniforme sur les surfaces exposées. Cette tige montre une corrosion concentrée en zone spécifique, particulièrement là où elle aurait été submergée si le vase avait été rempli de liquide à un certain niveau. L'analyse chimique des produits de corrosion révèle des traces de résidus d'acide acétique cohérents avec du vinaigre ou jus de fruits fermentés. La surface intérieure du cylindre de cuivre montre une patine verte à acétate de cuivre formée quand le cuivre contacte des solutions acides. La distribution n'est pas aléatoire, plus lourde près du fond et le long des parois intérieures, exactement où des remplissages et vidages répétés déposeraient des résidus au fil du temps. Ce n'est pas la dégradation graduelle d'un vase vide enterré en sol pendant 2 millénaires. C'est la signature chimique d'un usage délibéré répété impliquant des liquides acides en contact simultané avec cuivre et fer. En 1978, des chercheurs du British Science Museum ont conduit les expériences de reconstruction définitive. Ils ont fabriqué des répliques exactes en utilisant des matériaux et techniques appropriés à l'époque, pas d'outils modernes, pas de métaux de pureté industrielle, juste feuilles de cuivre, argile, tiges de fer et asphalte assemblés selon la configuration ancienne. Ils ont rempli les vases avec divers liquides, jus de raisin, vinaigre, solution de sulfate de cuivre, vin de date fermenté. Puis mesuré le potentiel électrique entre cylindres de cuivre et tiges de fer. Les résultats étaient sans ambiguïté, avec du vinaigre comme électrolyte, les vases généraient entre 0,8 et 1,1 volts. Avec solution de sulfate de cuivre, le voltage atteignait presque 2 volts. Le courant était faible, en milliampères, mais constant et soutenu tant que l'électrolyte restait frais. Des expériences ultérieures par des étudiants du Smith College en 2002 ont répliqué ces résultats et les ont étendus, démontrant que plusieurs vases connectés en série pouvaient générer assez de voltage pour électroplaquer des objets d'argent avec de l'or, une technique connue des métallurgistes mésopotamiens anciens, mais auparavant inexpliquée en termes de méthode. Les vases fonctionnent non comme objets symboliques ou instruments rituels, mais comme cellules galvaniques fonctionnelles produisant un courant électrique mesurable à travers des réactions électrochimiques basiques. Pendant ce temps, les lentilles de cristal de roche ont subi un examen similaire. Des tests optiques de la lentille de Narud ont confirmé une longueur focale d'environ 11 cm avec un potentiel de magnification de 3x. Le polissage ne montre aucune preuve d'outil machine moderne. La surface présente des irrégularités mineures cohérentes avec un polissage manuel à poudres abrasives, mais la courbure elle-même est remarquablement précise. Mesurée avec une interférométrie moderne, la surface de la lentille dévie d'une courbe sphérique idéale de moins de 0,5 mm sur toute sa face. Ce niveau de constance nécessite non seulement un polissage patient, mais une compréhension de la relation entre courbure et longueur focale, et une méthode pour tester les propriétés focales pendant le processus. On ne polit pas accidentellement un cristal à une longueur focale spécifique. On le fait délibérément, vérifiant les progrès, ajustant selon la performance optique. Cela implique à la fois une connaissance théorique, comprendre que des matériaux transparents courbes focalisent la lumière, et une technique pratique, le savoir tester et raffiner la courbe. L'analyse comparative révèle où les artefacts correspondent aux attentes et où ils les dépassent. Les techniques de travail du métal sont appropriées à l'époque, les forgerons mésopotamiens anciens pouvaient certainement rouler de la feuille de cuivre, souder des coutures et travailler du fer de bloomerie. Les températures de cuisson céramique et composition d'argile correspondent à la poterie contemporaine. L'étanchéité à l'asphalte est une pratique standard pour la région et l'époque. Ce qui dépasse les attentes est la précision d'assemblage et la spécificité du design. Le cylindre de cuivre s'ajuste au vase céramique avec un espace minimal, nécessitant mesure et façonnage soigneux. La tige de fer est positionnée au centre, maintenue précisément par le seau d'asphalte pour ne pas toucher les parois de cuivre. Les proportions des composants au diamètre du cylindre, longueur de tige, hauteur du vase suivent des ratios maximisant les contacts de surface avec l'électrolyte. Cette configuration n'est pas aléatoire. Chaque élément sert une fonction nécessaire à l'opération électrochimique. Retirer un composant au cylindre de cuivre, tige de fer suspendue, liquide acide et l'effet électrique disparaît. Le design est optimisé pour son dé. Mais voici où l'anomalie devient la plus frappante,
Si vous examinez le forage de précision trouvé dans des vases en pierre mésopotamiens associés au microscope haute résolution, vous trouvez des caractéristiques défiant les reconstructions d'outils conventionnels. Les trous de forage sont parfaitement cylindriques, pas d'oscillation, pas de variation de diamètre du haut au bas. Les parois sont lisses, montrant des stries parallèles suggérant une vitesse de rotation constante et une pression descendante régulière. Des carottes extraites de pierres dures comme la diorite montrent des rainures en spirale indiquant des taux de pénétration rapides. Le forêt descendait dans la pierre plus vite que des outils de cuivre ne devraient le permettre contre un tel matériau dur. L'archéologie expérimentale a tenté de reproduire ces trous avec des outils anciens reconstruits, forêt tubulaire de cuivre avec abrasif de sable, forêt à arc lesté. Les résultats approchent le travail ancien mais ne l'égalent pas tout à fait en précision, plus d'irrégularités, variations de diamètre, taux de pénétration plus lent. Soit les artisans anciens possédaient une compétence et patience extraordinaires, passant des mois sur un seul vase, soit ils avaient accès à des techniques que nous n'avons pas réussi à reconstruire. Certains chercheurs proposent des méthodes de forage perdu impliquant des abrasifs plus durs ou une stabilisation de forêt plus sophistiquée. D'autres reconnaissent tranquillement la discrepancie sans offrir d'explication. La réponse savante à ces découvertes se divise sur des lignes prévisibles. Les archéologues conservateurs soulignent les aspects conventionnels, les matériaux sont appropriés à l'époque, le travail du métal basique est dans les capacités anciennes, et une fonctionnalité coïncidentielle ne prouve pas un but intentionnel. Ils préfèrent des interprétations évitant les implications technologiques, vases rituels, conteneurs de stockage, instruments symboliques dont la ressemblance à des piles ou lentilles est purement accidentelle. Mais cette position devient plus difficile à maintenir face aux expériences de reconstruction, les vases ne génèrent pas accidentellement du voltage. Ils le font parce que leur design est optimisé pour des réactions électrochimiques. Les lentilles ne focalisent pas accidentellement la lumière. Elles le font parce qu'elles sont polies à une courbure appropriée. D'autres spécialistes adoptent une position intermédiaire plus prudente, reconnaissant que les artefacts fonctionnent comme décrits, mais restant incertains sur l'intention originale. Peut-être les artisans anciens ont-ils découvert ces effets par essai-erreur sans comprendre les principes sous-jacents. Peut-être la sensation électrique était interprétée comme présence divine, la magnification optique comme amélioration magique. Un groupe plus petit suggère quelque chose de plus radical, ces artefacts représentent une connaissance scientifique appliquée, compréhension de l'électrochimie et de l'optique encodée dans des dispositifs pratiques construits selon des principes transmis à travers les systèmes linguistiques et mathématiques même qui ont préservé d'autres aspects de la science mésopotamienne. Les preuves de laboratoire ne résolvent pas le débat, mais elles contraignent les possibilités, ces objets fonctionnent comme des dispositifs. Leur construction nécessite une planification précise et une répétabilité. Les matériaux montrent des signes d'usage délibéré cohérents avec leur interprétation technologique. Que cette technologie ait été découverte, héritée ou transmise à travers des traditions d'enseignement préservées d'une ère antérieure reste la question planant sur chaque résultat de test et mesure. Si l'artefact fonctionne vraiment comme un dispositif et non juste un symbole, alors qui a enseigné aux Sumériens ou à leurs héritiers comment le construire en premier lieu? La réponse conventionnelle est simple, personne ne les a enseignés. Les artisans mésopotamiens anciens, à travers des siècles de travail du métal, production de poterie et expérimentation chimique, ont progressivement découvert que certaines configurations de matériaux produisaient des effets intéressants. Les vases de cuivre et d'argile étaient des accidents heureux. Leurs propriétés électriques remarquées mais non comprises, peut être utilisées pour des rituels de temple ou applications métallurgiques sans connaissance théorique de l'électrochimie. Cette explication a l'avantage de ne nécessiter aucune révision dramatique de notre chronologie historique. Elle préserve le récit du progrès technologique constant, donne aux anciens le crédit de découvertes empiriques et évite les complications d'hypothèses de civilisation perdues au système de connaissances oubliées. L'essai-erreur est puissant. Avec assez de temps et d'artisans expérimentant des matériaux, des découvertes utiles émergent. Peut-être un métallurgiste a-t-il remarqué que des vases de cuivre stockés avec des outils de fer et des aliments acides produisent des picotements étranges au toucher. Peut-être un joaillier polissant du cristal de roche pour des incrustations décoratives a-t-il accidentellement découvert que certaines formes magnifient les détails, facilitant le travail de gravure fine.
Le problème avec cette explication est la spécificité. Les vases de cuivre et d'argile ne sont pas des expériences grossières. Ce sont des designs optimisés répétés sur de multiples exemples avec des méthodes de construction cohérentes. Les lentilles de cristal ne sont pas des polissages aléatoires qui focalisent la lumière par hasard. Elles sont façonnées précisément à des longueurs focales fonctionnelles. Le forage de précision n'est pas un succès occasionnel parmi de nombreux échecs. C'est une technique systématique appliquée à des centaines de vases. La découverte par essai-erreur laisse des preuves, tentatives ratées, raffinement graduel, diversité d'approches tandis que différents artisans essaient différentes solutions. Le registre archéologique devrait montrer des versions primitives aux côtés de sophistiquées, designs expérimentaux aux côtés de configurations prouvées. À la place, nous trouvons les versions sophistiquées apparaissant avec peu de contexte développemental, comme si la forme finale était arrivée sans le processus désordonné d'innovation typiquement visible dans le registre archéologique. L'explication alternative est plus controversée mais rend compte de cette spécificité, ce n'étaient pas des découvertes mais des héritages. Sumer et ses cultures successeurs ont préservé des fragments de connaissances technologiques d'une tradition antérieure, disruptés par les crues catastrophiques qui ont laissé leur marque dans le registre géologique. Dans cette vue, les vases de cuivre et d'argile et lentilles de cristal représentent la survie de dispositifs pratiques dont les fondations théoriques étaient encodées dans les systèmes linguistiques et mathématiques que les Sumériens maintenaient. Les designs étaient préservés dans des archives de temples, transmis à travers des écoles de scribes et maintenus par des artisans spécialisés qui comprenaient le processus de construction, même si le cadre scientifique plus large avait été perdu. Cela explique pourquoi les artefacts apparaissent pleinement formés et pourquoi leur construction suit des motifs spécifiques reproductibles. Ce ne sont pas des expériences. Ce sont des reconstructions basées sur des instructions préservées. Pendant ce temps, la structure de transmission de la connaissance mésopotamienne soutient la possibilité d'une préservation à long terme à travers des disruptions culturelles. La connaissance technique en Mésopotamie ancienne n'était pas publique. Elle était concentrée dans des écoles de scribes attachées à temples et palais. Les jeunes scribes passaient des années à apprendre le cunéiforme, copier des textes anciens, mémoriser procédures techniques et formules mathématiques. Le curriculum préservait la connaissance à travers les générations par transmission délibérée, non par redécouverte mais par enseignement. Les élites sacerdotales gardaient la connaissance spécialisée comme propriété sacrée, secrets de métallurgie, observations astronomiques, recettes médicinales, ratios architecturaux. Ce n'étaient pas des connaissances générales, mais des mystères professionnels maintenus par des guildes fermées. Un maître artisan enseignait à des apprentis des techniques familiales transmises à travers les générations, souvent en encadrant les procédures techniques dans un langage religieux pour souligner leur importance sacrée. Ce type de système de transmission peut préserver l'information à travers des ruptures catastrophiques. Si une crue détruit des villes mais que quelques prêtres s'échappent avec des tablettes sacrées et une connaissance technique, ils peuvent rétablir ces traditions dans de nouveaux lieux. La connaissance survit dans la mémoire humaine, texte copié, technique démontrée, même si le contexte original est perdu. Les couches de creux dans le registre archéologique créent exactement le type de rupture où une telle préservation devient nécessaire, villes enterrées sous des mètres de limon, populations déplacées ou détruites, culture matérielle disruptée, mais des détenteurs de connaissances survivant et reconstruisant, portant avec eux les textes et techniques valant la peine d'être préservés. Il est tout à fait possible que des capacités sophistiquées survivent dans des enclaves spécialisées tandis que la culture matérielle plus large apparaît plus simple. Nous voyons ce schéma à travers l'histoire. Pendant la période médiévale européenne, les monastères ont préservé la connaissance classique disparue de l'usage commun. Après l'effondrement de Rome, certaines guildes d'artisans ont maintenu des techniques d'ingénierie pendant des siècles, même si la complexité technologique globale déclinait. Le même principe pourrait s'appliquer à la Mésopotamie post-crue. Si la connaissance technique était déjà concentrée dans des écoles sacerdotales avant la catastrophe, ces institutions pouvaient l'avoir préservée et transmise ensuite, même si l'infrastructure physique et la population étaient dévastées. Et ce schéma n'est pas unique à la Mésopotamie. Des cultures du monde entier préservent des mythes de porteurs de culture, figures divines ou semi-divines qui ont enseigné à l'humanité les compétences essentielles. Les Égyptiens parlaient de Thoth apportant l'écriture,
les mathématiques et l'astronomie. Les Grecs racontaient Prométhée apportant le feu et les arts techniques. Les traditions méso-américaines décrivent Quetzalcoatl enseignant agriculture, architecture et système de calendrier. Les textes védiques de l'Inde mentionnent les 7 sages préservant la connaissance à travers un grand déluge. L'interprétation conventionnelle traite ces mythes comme des archétypes mythologiques, motifs humains universels attribuant les réalisations culturelles à des fondateurs héroïques. Mais il y a une autre possibilité, ces mythes préservent une mémoire culturelle de transmission réelle de connaissances de groupes antérieurs à des groupes ultérieurs. Non des extraterrestres, non des êtres surnaturels, mais des enseignants humains de civilisations ou groupes culturels prédatant ceux qui ont enregistré les mythes. Des enseignants dont les identités réelles ont été perdues dans le temps, mais dont la contribution à la connaissance a survécu comme légende. Si Göbekli Tepe démontre une ingénierie sophistiquée 6000 ans avant Sumer, et si les couches de crues marquent des ruptures catastrophiques vers 2900 avenue Jésus-Christ, alors la chronologie permet des cultures humaines antérieures assez sophistiquées pour développer des technologies que des sociétés ultérieures ont héritées comme fragments et mémoires. Les mythes des porteurs de culture pourraient être exactement ce qu'ils prétendent être, mémoire d'un temps où la connaissance venait d'ailleurs, de gens qui la possédaient avant la crue, avant la rupture, avant que le monde ne change. L'artefact de cuivre et d'argile devient dans ce contexte plus qu'un puzzle archéologique. Il devient une métaphore physique pour toute la question d'héritage versus innovation. Assez petit pour tenir dans la main, assez banal pour être catalogué discrètement et oublié, pourtant assez fonctionnel pour démontrer que les anciens possédaient une connaissance scientifique appliquée qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils aient. Il ne colle pas au récit du progrès technologique lent depuis des débuts primitifs. Il reste obstinément dans le registre aux côtés des lentilles de cristal, du forage de précision, des mathématiques en base 60 et des mythes de déluge comme une preuve de plus que l'histoire est plus complexe que nous nous la racontons. Que vous l'interprétiez comme produit de découverte par essai-erreur ou comme survivant d'une tradition technologique antérieure dépend des anomalies que vous êtes prêt à prendre au sérieux et celles que vous préférez expliquer. L'archéologie conservatrice choisit le chemin de la disruption minimale des modèles existants. L'archéologie alternative suit les fils de preuves suggérant discontinuité, héritage et sophistication oubliées. Les preuves de laboratoire ne résolvent pas le débat parce que la question n'est pas vraiment sur un artefact. C'est sur ce que nous sommes prêts à considérer possible dans l'histoire humaine, si nous permettons la complexité de civilisations montant et tombant, connaissances préservées et perdues, traditions transmises à travers des ruptures catastrophiques de façon laissant des preuves fragmentaires. L'artefact repose dans sa réserve, silencieux mais fonctionnel, attendant quelqu'un prêt à poser les questions plus difficiles sur d'où il vient vraiment. Si ce seul artefact peut plier les bords de notre chronologie, que dit-il de l'histoire que nous nous racontons? Que la civilisation humaine est jeune, linéaire et pleinement comprise. Peut-être qu'il dit que nous nous racontons une histoire plus simple que ce que les preuves soutiennent, une histoire avec des débuts clairs et des progressions prévisibles où l'humanité grimpe régulièrement d'outils de pierre grossiers à la métallurgie du bronze puis à l'illumination scientifique. Chaque étape suivant logiquement la précédente. L'artefact de cuivre et d'argile et toutes les anomalies l'entourant suggèrent quelque chose de plus désordonné, une histoire interrompue par la catastrophe, préservée en fragments, transmise à travers la mémoire culturelle que notre scepticisme moderne rejette trop vite comme mythe. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude absolue ce que les artisans anciens entendaient quand ils assemblaient des cylindres de cuivre et tiges de fer dans des vases d'argile, ou quand ils polissaient du cristal de roche en courbes optiques précises. Mais nous en savons assez pour reconnaître que la chronologie n'est pas aussi directe que nos manuels le préfèrent. Nous savons que la connaissance sophistiquée apparaît plus tôt que prévu, que des techniques qu'on peut à peine reproduire existaient à l'âge du bronze, que les Sumériens eux-mêmes prétendaient restaurer plutôt qu'inventer leur civilisation. Et nous savons que parfois, quand nous sommes honnêtes sur ce que les preuves montrent plutôt que sur ce qu'elles devraient montrer, le passé devient plus étrange et complexe que la progression nette que nous avons construite pour l'expliquer. La nuit tombe sur les musées. Les lumières fluorescentes s'éteignent dans les réserves climatisées où des milliers d'artefacts reposent dans des tiroirs numérotés. Dans les salles d'exposition, les lumières de sécurité jettent de longues ombres sur des vitrines remplies de tablettes d'argile, sauts-cylindres, sculptures de pierres de rois oubliées. Les visiteurs du jour sont partis, et les objets anciens reprennent leur veille patiente,
attendant comme ils ont attendu des millénaires, gardant leur secret en cuivre, cristal et écriture cunéiforme. Quelque part dans cette obscurité repose l'artefact. Peut-être à Bagdad, peut-être à Londres ou Berlin. Le cuivre a verdi en patine. Le vase d'argile montre des fissures de son temps sous terre. La tige de fer, corrodée par les siècles et par le liquide acide qui remplissait autrefois l'espace entre métal et céramique, reste en position suspendue, alignée, délibérée, intentionnelle, même dans l'immobilité. Si la lumière accroche les lentilles de cristal dans une vitrine adjacente, elle pourrait luire faiblement, courbe lisse polie par des mains qui comprenaient comment la pierre transparente plie la lumière, comment la courbure crée la focale, comment la vision peut être améliorée par un façonnage délibéré de matériaux naturels. Ces objets ne s'annoncent pas. Ils n'exigent pas l'attention comme les trésors d'or ou sculptures monumentales. Ils reposent tranquillement parmi des milliers d'autres petites choses extraites de la terre, éclats de poterie, outils cassés, fragments de vie quotidienne dans le monde antique. Mais ils portent un poids au-delà de leur taille. Ils représentent des questions que nous n'avons pas pleinement répondues, qui savait quoi et quand, comment la connaissance voyage à travers le temps, ce qui survit quand les civilisations tombent. Pendant ce temps, à 11 000 km de ces réserves muséales, le vent traverse le désert irakien, passant sur les ruines d'Uruk où les fondations de Ziggurat s'élèvent encore du sable comme les os d'un géant. Il porte la poussière sur Tel al-Nukeyyar où les tranchées de fouilles de Houle descendent à travers la couche de crue marquant la division du monde en avant et après. Le même vent qui rafraîchissait les scribes sumériens penchés sur des tablettes d'argile en 3000 avenue Jésus-Christ murmure maintenant à travers des fondations vides et des rues enterrées. Le même soleil qui a vu la construction des premières villes se couche maintenant sur leurs vestiges, murs adoucis par l'érosion, briques retournant à la terre d'où elles venaient, temples se dissolvant lentement dans le paysage. Sous ce sable gisent des couches plus anciennes encore, villes construites avant la crue, peuplements dont nous ignorons les noms, fondations antérieures à Sumer lui-même. Et quelque part dans cette stratification, enterrés sous des mètres de limon et des millénaires de poussière accumulée, pourraient reposer d'autres artefacts, d'autres exemples de connaissances qui ne collent pas à notre chronologie confortable. Le monde qui a produit les vases de cuivre et d'argile a aussi produit la liste royale avec ses durées de règne impossibles, les mythes de déluge reflétant la réalité géologique, les mathématiques en base 60 que nous utilisons encore, les tables astronomiques suivant Vénus, les textes médicaux décrivant des processus chimiques, le système linguistique apparaissant pleinement formé sans ancêtre clair. Sumer n'était pas la première civilisation. C'était la première à se rappeler, à enregistrer et préserver systématiquement ce qui précédait, à encadrer ses propres réalisations comme restauration plutôt qu'innovation, à maintenir des écoles de scribes copiant des textes anciens longtemps après que la langue qui les avait écrits ait cessé d'être parlée. L'artefact devient un symbole de cet acte de remembrance, un fragment physique de connaissances techniques transmis à travers la rupture catastrophique qui divisait le monde en ères antédiluviennes et post-déluge. Que ces créateurs comprenaient pleinement les principes électrochimiques qu'ils appliquaient ou qu'ils suivaient des instructions préservées d'une tradition scientifique antérieure, ils représentent la survie d'une connaissance sophistiquée à travers la disruption. La connaissance peut vivre sous de nombreuses formes, systèmes mathématiques encastrés si profondément dans la culture que personne ne questionne leur origine, structures linguistiques portant des concepts techniques à travers les siècles, mythes préservant la mémoire historique sous un langage symbolique, écoles sacerdotales gardant des formules sacrées et procédures ritualisées, artefacts démontrant des principes que leurs créateurs comprenaient peut-être pratiquement mais non. Théoriquement. Toute civilisation qui tombe laisse des miettes de pain, objets qui ne collent pas tout à fait, suggérant des capacités au-delà de ce qu'on attendait, murmurant des systèmes de connaissances plus sophistiqués que la survie n'aurait dû permettre. De futurs archéologues examinant nos propres ruines, si un tel futur arrive, trouveront leurs propres anomalies, technologies dont ils pourraient ne pas comprendre pleinement la fonction, dispositifs semblant trop avancés pour leur contexte, preuve de capacité ne collant pas au récit simple qu'ils construiront sur notre époque. Nous ne sommes pas la première société complexe. Nous ne sommes pas les premiers à posséder une compréhension scientifique ou capacité technique. Nous sommes simplement les derniers dans ce qui pourrait être une séquence beaucoup plus longue de montées et chutes, floraisons et catastrophes, connaissances gagnées et connaissances perdues. L'artefact suggère que nous existons dans un cycle plutôt qu'au sommet d'une ligne droite.
Que la capacité humaine pour une pensée sophistiquée, ingénierie, observation scientifique s'étend bien plus profondément dans la préhistoire que nous avons été prêts à l'admettre. Que la division nette entre peuples anciens primitifs et sociétés modernes avancées est plus fiction que fait, une histoire que nous nous racontons pour nous sentir spéciaux, revendiquer le progrès, prétendre avoir échappé aux schémas qui ont pris les civilisations précédentes. Mais des objets comme le vase de cuivre et d'argile, les lentilles de cristal, la pierre forée de précision refusent l'histoire simple. Ils reposent dans leurs vitrines et tiroirs, petits et silencieux, ne collant pas au récit, ne disparaissant pas malgré le malaise savant. Ils attendent, comme la vérité attend, patients, persistants, prêts à être ignorés, mais incapables d'être effacés. Peut-être que c'est le vrai don des artefacts qui ne collent pas. Ils forcent l'humilité. Ils nous rappellent que l'histoire est plus profonde que nos registres, que la capacité humaine est plus ancienne que nos chronologies, que l'histoire de la civilisation est plus complexe que la progression linéaire du grossier au sophistiqué que nous avons construite pour organiser le passé. Les lumières des musées restent faibles toute la nuit. Les artefacts reposent dans leurs environnements contrôlés, température et humidité surveillées avec soin pour prévenir une dégradation supplémentaire. Dehors, le monde tourne à travers ces heures, et les mêmes questions planent sur les objets anciens qu'elles planent depuis que les archéologues les ont extraits de la Terre pour la première fois. D'où cela vient-il? Qui l'a fait? Que savait-il qu'on pensait qu'il ne pouvait pas savoir? Et que signifie que ces objets existent? Si un seul petit artefact sumérien peut murmurer que notre histoire est plus ancienne, plus étrange et plus avancée que nous le pensons, qu'y a-t-il encore qui dort dans la terre, attendant quelqu'un prêt à écouter?